Le Liban, dont le nom évoque le blanc, le lait qui ourle ses plus hauts sommets, ne se limite pas à Beyrouth, que nous avons déjà découverte, sa capitale, que du contraire. On pourrait dire que c'est une succession de pays à travers ce plus petit pays du Proche-Orient, un peu plus de 10 000 km², coincé, ou qui respire plus exactement, entre mer, 220 km de littoral, et montagne, des sommets qui dépassent les 3000 mètres. Le Liban, c'est une histoire longue, souvent difficile, des frontières fragiles et une cohabitation confessionnelle, pluriconfessionnelle, qui a montré ses limites, mais qui sans cesse renaît de ses cendres. Découvrir le Liban, parler de tourisme dans un pays longtemps en guerre. Est-ce une utopie ou une réalité? Pays meurtri ou nouvel Eldorado? Une fois qu'on découvre le Liban, c'est vraiment un pays qui est à multifacette. Vous avez la mer, vous avez la montagne, l'hiver vous pouvez faire du ski, vous pouvez faire du ski le matin et manger au bord de la mer en bras de chemise à 2 h de l'après-midi le même jour. Donc c'est vraiment un pays qui attire, qui est fascinant. Durant l'été, les hôtels sont pleins, mais les maisons aussi. Et moi, je dis que dans chaque maison, il y a une famille. Il y a une famille qui vient passer l'été ou bien passer les vacances. Des amis, non pas simplement des familles, mais des amis. On reçoit beaucoup d'amis chez nous. Et puis ceci aussi, ça se voit dans les rues. Un chauffeur de taxi, n'importe qui à qui vous demandez une information, il vous la donnera volontiers et il en parlera. C'est à 40 km au nord de Beyrouth, à Jbaïl, ou Byblos, que nous commençons notre voyage sur le territoire libanais. Sur le promontoire de son château pour embrasser tout à la fois le paysage et l'histoire. Partout au Liban, on trébuche véritablement dans l'histoire. C'est le cas ici à Byblos, car Byblos est au Liban, une des plus vieilles cités au monde, plusieurs millénaires. Les Phéniciens se sont établis ici les premiers. Ça signifie quoi? Ça signifie, les Phéniciens, c'est le commerce, c'est la culture qui passe notamment par la création de ce que l'on croit être le premier alphabet, la première orthographe. Et Byblos bénéficie de ce fort courant pour dominer sur la Méditerranée, sur l'Orient, quasiment sur le monde entier. L'histoire se poursuit avec les Grecs, les Romains et les croisés. On peut encore voir aujourd'hui les restes du château de l'époque des croisades, 4 siècles de domination ottomane. Et aujourd'hui, Byblos pratique encore la mer, mais pour les touristes et un peu de pêche. C'est un petit port dans lequel il fait agréable se promener. Byblos, que les croisés appelèrent Giblette, existait déjà au 4e millénaire avant notre ère. Les croisés vinrent asseoir leur château sur des fondations phéniciennes et romaines. De pur style château-fort roman, il est constitué d'un haut et massif donjon rectangulaire situé au milieu d'une cour. Les Libanais aiment venir s'y promener au coucher du soleil. Nous descendons dans le sud Liban, à 48 km de Beyrouth, vers Sidon, ou Saïda en arabe. Son nom signifie pêcherie. La ville fut construite sur un promontoire s'avançant dans la mer. Son port était alors le plus grand de Phénicie. C'est sur la plage de Sidon, selon la mythologie grecque, que Zeus enleva Europe, fille du roi de Tyr en Phénicie. Troisième plus grande ville du Liban, son souk est aussi l'un des plus animés. Au milieu du dédale des rues et des petits commerces encore traditionnels, se loge, presque caché, le centre de l'activité commerciale de Saïda jusqu'au XIXe siècle. Le Khan El Franj, ou la Maison des Français, un remarquable caravansérail, sorte d'établissement hôtelier construit par les Turcs au XVIIe siècle pour accueillir les marchands, leurs biens et leurs chameaux. Tour à tour résidence du consul de France, des pères franciscains, puis orphelinat, il est aujourd'hui le centre culturel français.
Nous quittons la région côtière pour reprendre la route vers l'intérieur du pays et la région montagneuse du Chouf, située au cœur historique du Mont Liban. Des paysages de grande beauté faits de collines et de vallées. Les jours de forte chaleur, les Libanais trouvent un peu de quiétude au bord de la rivière d'Amour, où les eaux se jettent dans des bassins naturels. Les familles de cette région sont de confession musulmane druze. Leur fief le plus prestigieux est Bétédine, qui doit sa renommée à son palais, celui de l'émir Bachir II, construit en 1804. Depuis 1943, il est la résidence d'été des présidents de la République libanaise. La petite porte se trouvant à l'intérieur de la grande fut réalisée pour obliger le peuple et les soldats à se baisser respectueusement lorsqu'ils franchissaient celle-ci. Par contre, si une délégation officielle visitait le palais, la grande porte était ouverte. Puis il y a le magnifique salon des émirs dont la construction dura 4 ans. L'émir Béchir le voulut imposant parce qu'il y recevait les rois et les ambassadeurs. On l'appelle le salon Salamlak, dans la maison le Dar Aramlak. Le plafond est fait de bois de cèdre, orné d'un fil d'or. Le lustre est en cristal italien, offert par Napoléon pour l'émir Béchir. Ce lustre a 180 ans. À l'époque, il s'allumait avec de l'huile. La pierre du palais est entièrement de la pierre libanaise et travaillée à la main, tandis que le marbre est italien avec des fils d'or. Le hammam turc est divisé en 3 parties, la chambre pour se reposer, celle pour le massage et celle pour le sauna. La verrière dans le toit fait rentrer la chaleur du soleil qui décore en même temps les murs du hammam. Le palais est situé au milieu de jardins et de vergers superbement aménagés. Il abrite en outre un bel exemple de mosaïque byzantine remarquable. Après le Chouf, s'étend la plaine de la Beka, sur 4000 km², soit plus d'un tiers de la surface du pays. Cette plaine servit de théâtre aux plus rudes combats durant la guerre du Liban. Toutes les confessions libanaises sont présentes dans la Beka. Chiites, chrétiens maronites et orthodoxes, arméniens, sunnites, druzes et Hezbollah. C'est dans la vallée de la Beka, en altitude, on est entre 800 et 1150 mètres, entre l'Alti-Liban et le Mont Liban, que se trouve l'essentiel des quelques 1700 hectares de vignobles du Liban, car on y produit du vin. Mais c'est à base de raisin aussi que l'on produit la boisson nationale, qui est l'arak, un distillat de raisin anisé, un peu comme le pastis des Méditerranéens de France. Le vin ici, c'est l'affaire de 3 douzaines de domaines, dont le plus ancien, le château Ksara, a été longtemps dans les mains du clergé. Et l'autre grand domaine que nous visitons, si vous le voulez bien, c'est Kefraya. Kefraya, 360 hectares supervisés par un maître de culture et œnologue français, Fabrice Guiberton. Le vignoble de Château Kefraya a des particularités très intéressante pour l'implantation de la vigne. Pourquoi? Si nous regardons autour de nous, nous avons une mosaïque de terroir. Une mosaïque de terroir qui fait que cette mosaïque de terroir permet de mettre en adéquation les meilleurs cépages sur les meilleurs terroirs et donc créer cette diversité que nous retrouvons au travers en fait l'assemblage des vins de Kefraya. En plus de ça, la climatologie libanaise permet de produire en fait des raisins dans des conditions sanitaires assez exceptionnel, avec un ensoleillement très bénéfique. Il faut savoir que le Liban reste pratiquement pendant 6 à 8 mois en fait, sans précipitation, ce qui permet une excellente maturité en fait, du raisin. 45 000 visiteurs arpentent chaque année ces vignobles à la recherche de son histoire. Elle nous est contée par le propriétaire des lieux, un homme étonnant qui a compté dans le monde du vin libanais. D'abord, c'était une exploitation agricole. Les vignes ont commencé à être plantées en 1951. En 1979, nous avions une telle quantité de raisins qui étaient autrefois vendus à d'autres caves.
dont nous ne savions que faire. Et finalement, nous avons construit la cave justement pour traiter nos propres raisins, pour en faire notre propre vin, portant notre propre étiquette dans notre propre cave, sur nos propres terrains. Michel de Boustros aime l'art. À chaque millésime, il fait appel à une femme peintre libanaise pour habiller ses précieux flacons. Nous n'avons jamais fait de vin de monocépage, parce que j'estime que ce n'est pas un art. L'art, c'est justement, comme un peintre, d'avoir une palette sur laquelle on choisit certaines couleurs et on fait un vin d'assemblage, donc quelque chose de particulier, de spécifique à Château-Queffroy. Depuis la nuit des temps, ici, on cultive la vigne. Selon l'Ancien Testament, les noces de Cana auraient même eu lieu sur ces terres. Les Phéniciens apportèrent la vigne dans la plaine. Et le plus beau témoignage se trouve à Baalbek. Là où un temple fut même dédié à Bacchus. Eh bien, n'hésitez pas, prenez place dans ce décor exceptionnel. C'est celui que Lamartine appelait la merveille du désert, la fabuleuse Baalbek surgissant d'un sépulcre inconnu pour raconter des âges dont l'histoire même n'a plus la mémoire. Baalbek, construite par les Romains sur un site phénicien en hommage au dieu Baal, d'où le nom du lieu, bien sûr, un lieu de culture aussi. C'est ici qu'a été créé en 1955. Il s'est interrompu longuement à cause de la guerre, le premier festival culturel international au Moyen-Orient, et il continue. Baalbek la merveilleuse est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Mohamed promène ses pas ici depuis son enfance. Ce fut son premier terrain de jeu. Il nous emmène au temple de Bacchus, le mieux conservé. Bacchus à nouveau. Mais pourquoi? Parce que le blé, symbole de la vie, les pavots, symbole de la mort, corde, amitié éternelle, double chaîne, esclavage, le fait du vigne et les vins, les danseuses, les orgies, le bacchanal, l'œuf et la flèche, alpha, oméga, la succession de la vie et de la mort. Pour ça, Bacchus. Hormis Bacchus, le site comporte aussi deux autres sanctuaires importants, Jupiter et Vénus. Sous Auguste, afin de montrer leur toute-puissance, les Romains décidèrent de construire un grand sanctuaire, alors nommé Héliopolis, ville du soleil. Ainsi était né Baalbek. Baalbek est un symbole, tout comme le cèdre, véritable icône du Liban. Sa présence sur les pentes du mont Liban est devenue exceptionnelle. Il n'en reste que dans quelques forêts du Chouf ou dans le nord, à Tanourine, ainsi que dans la région de Pcharé. Il s'agit de la réserve dite des cèdres de Dieu. Cette forêt compterait aujourd'hui des arbres millénaires et même trimillénaires. Symbole d'espoir, de liberté et de mémoire, le cèdre est considéré comme un arbre sacré. Nous restons dans le nord, à 85 km de Beyrouth. Tripoli est, de par son importance démographique et économique, la deuxième ville du Liban. La ville est connue pour abriter le château Saint-Gilles. Cette forteresse fut la résidence des seigneurs du comté de Tripoli. Elle est aujourd'hui un haut lieu touristique. Tripoli trouverait son origine dans la séparation en trois, parties distinctes, chacune réservée aux commerçants affluents de trois villes pour faire leurs affaires. Au lieu du commerce jadis, ces souks demeurent aussi importants. La vie s'y passe à un rythme plutôt nonchalant, mais ils ne sont jamais vides. Les spécialités gastronomiques, salées ou sucrées, côtoient les biens les plus anodins et quotidiens, ainsi que les produits de luxe, comme l'or, travaillé ici avec un grand savoir-faire et à un prix défiant toute concurrence. On y fabrique aussi artisanalement du savon depuis des générations. Une tradition venue du nord de la Syrie, de la ville d'Alep. Ce savon à base d'huile d'olive et de baies de laurier est très utilisé par les habitants de la région. Mais c'est à Tripoli, dans ces souks, que l'on se charge de sa finition.
Il prend alors les formes les plus réelles, comme autant de trompe-l'œil. La grande mosquée Mansouri date de 1294. Elle est l'une des plus grandes mosquées du Liban. Une vaste cour entourée de portiques donne sur une salle de prière couverte de voûtes et d'une coupole. Elle est un haut lieu de rassemblement qui rythme les journées au son de la prière. Retour vers Beyrouth pour la fin de notre périple, mais avec une halte fabuleuse. Les grottes de Jaïta. L'un des plus beaux sites naturels du Liban qui figurera en bonne position pour l'élection des 7 merveilles naturelles du monde. Les grottes constituent le site le plus visité au Liban. Elles sont dites vivantes, toujours en formation, car la rivière souterraine qui y coule n'est pas tarie. Une troisième grotte vient même d'être découverte à plus de 30 mètres. La grotte inférieure fut probablement habitée à l'époque préhistorique et mise à jour en 1836 par le révérend William Thompson, alors archevêque d'York. Détruites et fermées pendant la guerre, les grottes de Jaïta sont aujourd'hui un vaste terrain de recherche et d'études. Préservées d'autant plus fermement qu'elles sont la source principale de la rivière Nahr el-Kelb qui fournit toute l'eau potable de Beyrouth. Le peuple libanais a traversé de multiples obstacles. Il continue pourtant à ô combien profiter de la vie, peut-être plus qu'ailleurs. Et pour mieux le connaître, Guy a poussé la porte de la famille Sergani pour partager un repas traditionnel. Et donc ça ressemble quand même furieusement à quoi? Du tartare, mais ça n'en est pas, ça s'appelle? Ça s'appelle le kebé. En fait, c'est de la viande crue, ouais, avec du blé concassé. Bon, on met des épices, c'est sûr, certainement. Voilà, il y a des oignons, de la menthe. Je vous interromps parce que nous ne sommes plus seuls. Vous tombez bien, hein, parce que nous sommes dans la cuisine. Et une cuisine, c'est quand même une pièce importante pour les Libanais, Claire. Voilà, c'est très important parce que bon, c'est convivial. Oui. Et puis bon, nous, il y a toujours la famille, surtout les dimanches, on se réunit. C'est pas ici qu'on vient pour faire régime. Hein. Non, non, pas du tout. La spécialité nationale et qu'on aime à travers le monde, ce sont les mezzés. Il y a les petits, les grands, Les mezzés, il y a en fait une cinquantaine. Si on compte tous les plats, je parle en tant qu'entrée. Mais bon, ce qui est vraiment connu, c'est le taboulé avec le persil. Ce n'est pas le taboulé qu'on connaît par exemple en France. C'est vraiment avec surtout du persil haché, des tomates. Un petit peu authentique, voilà, local. Voilà, c'est local. Et on mange rarement seul, vous l'avez dit. Alors on a la chance dans la famille Sergani, je prononce à peu près bien. Oui, voilà, c'est très bien. Vous êtes combien d'enfants? On est 7 enfants. Et maman est là, elle nous surveille. Maman est là. Non seulement elle écoute tout ce qu'on dit, mais en plus elle est prête à corriger. Elle a quel âge? Elle a 86 ans. C'est extraordinaire. Et alors c'est la fête quand tout le monde est réuni. Oui. Et comme il y a 3 fois plus de Libanais dans la diaspora à l'extérieur qu'à l'intérieur, il n'y a jamais une salle à manger vide. Quasiment pas. Quasiment pas. Bon. On travaille encore un peu là? Oui, voilà. Allez. Voilà. Il manquait quelque chose sur cette table. Ah. Alors, le problème avec les tables libanaises, c'est qu'elles ne sont jamais assez grandes, jamais assez larges. Voilà le taboulé et l'hummus. Hein. Je sais qu'on m'a réservé une petite place et je m'y installe bien volontiers. Continuez votre repas. Hein. Voilà, c'est ça l'accueil à la libanaise. On boit un peu de tout avec le repas. On boit du vin, on boit de l'eau, on boit de l'arak qui est l'ani local. On boit même parfois du whisky. Et c'est pas tout à fait interdit. Et on mange longtemps. Oui.
Ça peut durer 2-3 heures. Hein. Bon, ben, fixons-nous rendez-vous, je ne sais pas moi, la semaine prochaine par exemple. On peut manger. Tant qu'il y a de la rade. Très bien. Alors, je vous dis bon appétit, ça se dit? Et santé? Que santé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. À votre santé. على الجمعة عزبوا لكن هالميل عزبوا